Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Je voulais t'interroger ce soir sur un sujet brûlant, qui est l'avortement et j'aimerais rentrer dans ce détail parce que, je trouve qu'il y a pas mal d'aspects différents. Il y a pas mal de enfin pas de définition de l'avortement, mais de cas disons, différents. Je soupçonne qu'on a tendance à beaucoup parler des cas, absolument tragiques, par exemple de viol qui mènent à des grossesses, et à mettre l'accent sur ça alors que j'ai pas d'idée, mais je suppose qu'en fait statistiquement sur le nombre, d'avortements ou en fait le nombre de grossesses en général, c'est relativement faible et tous ces sujets-là en fait, ouais, ça m'intéressait d'échanger, avec toi. Ouais, justement, je suis en train de chercher sur Google le nombre d'avortements venant de viols en France. Ou même le nombre de grossesses, venant de viols en fait. Là, je suis sur un site, le collectif féministe contre le viol. Les femmes en demande d'IVG. 23% des femmes faisaient l'IVG ou étaient enceintes à cause de violences, 6% de viols, 14% de violences conjugales et 3% de violences familiales. Ok, donc là, une étude féminine, un collectif féministe contre le viol dit que 6% des avortements viennent du viol. C'est énorme, mais cela dit, attends, ça paraît énorme, il y a 230 000 avortements, donc ça fait 10 000, 12 000, 11 000 avortements par an qui viennent de viols, sachant qu'il y a... c'était quoi les chiffres de Laurent Berton déjà sur le nombre de viols en France? C'est 200 par jour? 200 avortements, 200 viols par jour, je crois, en France? Ah oui? Ouais. Ah oui, c'est considérable. Il y en a 50 qui sont, il y a 50 plaintes pour viol qui sont déposées par jour dans un commissariat, je crois, mais les spécialistes de criminologie multiplient ce chiffre par 4 parce qu'en fait, il est sous-déclaré. Et donc, ça fait 300, non, on va dire 400 fois 200, 80 000, 70 à 80 000 femmes violées par an en France. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, 200 fois 400. Ouais, c'est Mmh. ça. Euh, et donc, il y aurait, s'il y a De 10 11 000, 000 tu dit? 11 000, ça fait 1 sur 7, 1 sur 8, qui tombe enceinte suite à ce viol et qui demande une IVG. Ça paraît cohérent. Ouais, parce que tu vois, 1 sur 8, 15% de chance de tomber enceinte quand on a une relation sexuelle, quoi. C'est à peu près ça, je crois. Euh, Bah, enfin, ça reste un tout petit nombre par rapport au nombre d'avortements, effectivement. Mmh, ah oui, donc c'est quand même pas, c'est vrai qu'en fait, c'est C'est pas rien du tout. ouais, le C'est nombre de pas rien du viols est quand tout. même pas négligeable, ouais, en fait. Ouais. Et puis le nombre de viols qui donne lieu Il y à a une une grossesse. grossesse. Mais bon, tu connais l'argument, hein, bien sûr, comme moi. C'est que pourquoi punir l'enfant qui est issu enfin, c'est la double peine, quoi. Mmh. Le crime qui donne lieu à un nouveau crime. Le Oui, non, viol qui mais donne lieu à un c'est, meurtre. je parle de ce cas parce que on est d'accord que c'est vrai que ça n'a rien à voir. En plus, je sais pas exactement quels sont quelle est la pas la définition du viol, mais en fait entre la ce qu'on entend par ce qui est répertorié comme viol et ce qu'on s'imagine en fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une différence. J'entends par exemple, ce que je veux dire, c'est que, hem, si pour moi un viol c'est habituellement entre 2 inconnus en fait, généralement, enfin Alors, ah c'est un oui, peu ah le non, cas non. et donc en fait, à partir du moment où c'est 2 personnes qui sont en couple ou qui ont déjà eu des rapports sexuels et que tout à coup
déclare que c'est un viol, alors ça peut l'être, hein, mais je Ah trouve oui, que c'est bien une sûr. définition complètement différente et il me semble, que le quand même le traumatisme n'est pas du tout le même. Non, je crois pas. Non, 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 non. Comment qu'est-ce que tu crois pas? Ben, je pense que le viol intraconjugal, ou enfin conjugal d'ailleurs, avec un lien enfin, en tout cas, un couple qui vit ensemble, d'abord Oui, c'est très fréquent. Enfin, je crois que c'est assez fréquent. Ça va représenter un bon nombre de viols. Et c'est pas c'est aussi terrible que le prédateur dans ah la oui? rue qui t'attrape. Ah bah oui. Je crois que c'est aussi fort pour une femme. Je ne sous-estimerai pas, hein. J'en OK. ferai pas Non, mais parce que j'en ferai pas une catégorie à part, hein. C'est sûr que c'est pas. Tu sais que la plupart je crois 95% des crimes, des viols, des crimes de pédophilie, enfin sur les mineurs, sexuels sur les mineurs, sont intrafamiliales. Enfin, c'est un proche. Tiens, oui, mais c'est un peu du même genre, hein. on est d'accord que dans notre, dans même enfin, parmi toutes les civilisations humaines presque, l'inceste est un des est une des choses les pires, en fait. Donc c'est pas, là je mettrais quand même une grande distinction entre des relations, à l'intérieur d'une famille qui sont pas selon l'ordre établi, c'est-à-dire, par exemple entre le mari et la femme, mais dans une autre configuration. Oui, ça c'est on a là je te rejoins, mais j'ai quand même du mal à imaginer que enfin, en tout cas moi dans ma tête, c'est pas du tout le même traumatisme. Le seul cas où je veux bien te rejoindre, c'est le cas où en fait, tout à coup une femme heu, ce sera un peu étonnant, mais une femme, tout à coup est surprise par qui est réellement ou dans un moment précis, comment se comporte son mari et ne s'y attendait pas parce qu'il avait toujours été un ange. Tu t'imagines un peu le cas de figure et que donc là, qu'elle puisse là être sous un choc, profond parce qu'en fait, elle se rend compte que c'était pas qui elle pensait. Oui, là, je veux bien l'admettre, mais est-ce que c'est à chaque fois ce genre de cas en fait? Hem, je sais pas, enfin c'est pour moi c'est vraiment, les histoires, de soldats, ou de je sais pas, qui débarquent, qui est dans un couvent et qui vont violer des nonnes ou des choses comme ça. Je trouve ça beaucoup plus, enfin mettre on va prendre l'exemple complètement inverse. Tu prends un film, tu es un réalisateur de film et tu essaies de choquer ton public. Est-ce que tu le montres, à un couple, marié et puis tout à coup, une femme qui se fait violer par son mari ou alors tu montres justement l'autre exemple que je viens de donner, des Oui. soldats qui c'est pas du tout la même chose en fait dans notre, Dans notre ouais. imaginaire, ouais, ouais, dans les représentations, le viol est fait par un inconnu. Je pense que, en tout cas, bon, pénalement, il existe dans le mariage, chez nous, en tout cas. Je pense pas, il y a des sociétés où ça. Je pense pas que dans les sociétés musulmanes, par exemple, ou dans nos sociétés autrefois, le viol intraconjugal, il faut savoir de quand il date, hein. Mais bon, en tout cas, dans les sociétés musulmanes, je pense pas qu'il y ait de viol intraconjugal. Possibilité de Parce viol que intraconjugal. Il n'y avait pas ça en droit romain non plus. Enfin, bah, je suis pas un pro en étymologie, mais j'entends que viol, a la même racine que violence. Heu, pour moi, si on parle de violence conjugale et puis qu'on inclut le viol dans un couple comme une catégorie extrême de violence conjugale, c'est-à-dire que niveau 1, il lui met ils se mettent une baffe, niveau 2, c'est plus fort et puis niveau 3, c'est carrément le viol. Là, j'entends en fait ça plus dans cette catégorie que dans l'autre. Mais après, c'est une question de définition. Le problème étant que, pour moi, la définition du viol, c'est surtout et presque uniquement, entre des inconnus, le cas de la fille qui rentre un soir, qui se fait coincer à l'arrêt de bus ou je sais pas quoi, et pas vraiment l'autre cas qui, comme on a l'air de le voir et représente quand même une bonne partie de ce qui est compté et donc ça bon, ça aussi c'est et pour moi, une femme qui tombe enceinte d'un viol conjugal, c'est pour moi, c'est pas du tout la même chose en fait, qu'un autre cas de figure, enfin que le cas où c'est les pas la même chose à l'égard de quoi? De qui? bah, je dirais que les raisons de vouloir, avorter dans ce cas-là me paraissent beaucoup plus, ténues. Surtout d'autant plus si le couple en fait avait déjà été est marié, bon ce qui se fait de moins en moins, mais s'ils ont déjà des enfants ou autre, enfin,
je trouve qu'on arrive dans des cas où on comprend moins bien la motivation. Enfin, en tout cas, moi, je la comprends moins bien. À chaque fois, il y a ce choc, il y a peut-être là où je veux bien te rejoindre et dire que c'est vraiment horrible, c'est cette impression de vivre dans une prison qu'on n'a peut-être pas quand on est violé par un inconnu, parce que en fait, a priori, cet inconnu, on va jamais le revoir, ou enfin, vraiment qu'on soit séquestré, qu'on soit tenu captif, etc. Là, c'est autre chose. Mais à mon avis, c'est pas, c'est quand on vit dans cette prison où c'est sa maison, ça serait difficile de la quitter. Il y a peut-être des autres enfants dans la famille, et donc en fait, on voit pas le bout du tunnel. Là, oui, je conçois que ça soit vraiment très difficile comme situation et très difficile à porter. Oui. Mais on a changé un peu de. On On a était. changé, non, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de l'avortement lui-même, mais c'était un peu euh, ouais, c'est aussi un sujet qui m'intriguait en fait sur les définitions précises du viol. Et puis, comment Moi, est-ce j'ai vu un qu'on... commentaire intéressant aujourd'hui sur Twitter, quelqu'un qui faisait remarquer que les lois sociétales, comme on dit, Mhm. avortement, mariage gay, euthanasie maintenant qui arrive, elles se font, c'est en fait de la distraction face à des situations économiques et politiques qui est très mauvaise, et ça arrive toujours à ces moments-là. La loi Veil, 74, hein. C'était Choc pétrolier, le choc choc pétrolier, ouais. pétrolier, évidemment. Alors, on tombe à tout le monde, c'est peut-être coïncidence, je sais pas, dans les débats de l'époque, est-ce qu'il y a eu ce cynisme de la part de Giscard d'Estaing à l'époque, de mettre de faire passer ça pour distraire. Euh, mais là, en ce moment, ça me paraît assez clair. Parce que le gouvernement est très impopulaire, la situation économique est très mauvaise, Mhm. l'inflation, les, les coûts de l'énergie. Euh, il y a des élections européennes qui arrivent où le Front National, je disais aujourd'hui que le Front National, maintenant, dans les classes moyennes supérieures, chez les cadres, le Front National devance, dans les intentions de vote, devance Macron, hein. Ah Et oui. ça, c'est un gros changement. Parce que jusqu'à présent, les bourgeois, en gros, hein, ou les classes aisées, ne votaient pas Front National. Voilà, maintenant, Parce il est que, passé devant dans les intentions de vote. parce qu'en fait, les bourgeois, ils sont quand même pas très nombreux, mais ils votent beaucoup, hein, c'est ça? Oui, exactement. Comme les Mhm. vieux. Alors, chez les vieux, je sais pas où se situe, mais et donc Macron va se prendre une claque aux élections européennes, mais bon, ça c'est souvent le cas pour les élections européennes. Et donc il sort une loi que ce soit la révision constitutionnelle stupide. euh, Tu sais, c'était les partisans qui claironnaient en disant oui, nous avons gravé dans le marbre de la Constitution le droit à l'avortement. Oui, mais la Constitution, ça se change tout le temps. C'est pas Mhm. gravé dans le marbre. Je peux très bien avoir. Non, bon, le Front National n'est pas sur ne parle pas de ça, évidemment. Ils font pas leur campagne là-dessus. Ils se sont rangés d'ailleurs. Ils ont voté la révision constitutionnelle largement. Mhm. Euh, mais ce sont mais pas dans 20 ans, l'opinion peut changer complètement. Et la Constitution sera changée. Donc c'est ridicule d'avoir. Donc c'est vraiment de la distraction, tout ça. Oui. C'est des distractions horribles, hein, mais c'est de la distraction. Euh, Mais pour revenir à l'avortement lui-même, au-delà de la politique actuelle, euh, est-ce que toi, si tu devais proposer et mettre le curseur, est-ce que tu dirais que c'est absolument impossible quel que soit le cas, ou est-ce que tu dirais que dans les cas où la mère est en danger de mort, euh, on peut commencer à discuter? Enfin, comment est-ce que tu vois alors, les choses? en fait, dans un acte moral, tu as, l'acte lui-même, tu as les conséquences, tu as l'intention. C'est ça?
Donc l'acte lui-même, l'objet de l'acte, les intentions et les conséquences. Et les circonstances dont les conséquences font partie. Euh, Tu peux provoquer la mort d'un bébé dans le ventre, d'un fœtus ou d'un embryon, suite à une opération, une intervention médicale, sans que ça soit mal, dans la mesure où c'est une conséquence d'un acte euh, que tu n'as pas cherché à le faire. Tu peux Donc, savoir que ça arrive, hein. C'est la question de la moralité des sédatifs dans l'euthanasie. Tu peux, enfin en soins palliatifs, tu peux donner des antidouleurs, des opioïdes pour soulager la douleur, sachant qu'à partir d'un certain niveau, ça va provoquer une overdose. Et donc tu vas tuer la personne. Ce n'est oui. pas, tu as cherché tu as donné ce médicament non pas pour donner la mort, mais tu l'as donné pour soulager la douleur, ce qui est moral. Et tu as provoqué la mort en conséquence. Donc l'intentionnalité plutôt, l'intentionnalité compte énormément dans la qualification d'un acte moral. Les circonstances ne justifient jamais un acte moral. Il y a certains actes moraux d'ailleurs qui, ni par l'intentionnalité, ni par ni par les circonstances, enfin, ne peuvent être rendus bons. Hein. Ce qu'on appelle les actes contre nature. Boire une soupe avec une fourchette, c'est un acte contre nature. tu manques toujours l'objet de ce que tu voulais faire. C'était l'exemple que nous avait donné notre professeur de philosophie morale dans mes études. La définition d'un acte moral, c'est manger sa soupe avec une fourchette. Bon, il y a d'autres actes. Un acte contre nature, pardon. Bon, bref. Et donc. Là, on parle en théologie. Hein. Médicale, tu peux. Pardon, enfin, on parle en religion. Hein. Non, pas du tout. Je parle en rationalité. Non, je ne vais pas parler de religion. Non, je parle c'est de la rationalité, c'est de la philosophie morale. C'est pas de la théologie morale, c'est de la philosophie morale. Intentionnalité, objet et circonstances. Je crois que j'en oublie pas. Il y a un quatrième, j'ai l'impression. Je sais plus, bref. Bon, en tout cas, pour ce qui nous intéresse, c'est ça. Et donc, lorsque tu as une mère qui est en danger de mort parce que et que tu fais une intervention chirurgicale qui va provoquer, par exemple, je sais pas, elle peut avoir je suis pas un spécialiste de gynécologie ou d'obstétrique, mais je sais pas, elle peut avoir des saignements terribles qui menacent sa santé, qui menacent sa vie je sais pas, dans son utérus ou quelque chose comme ça, et ça nécessite une intervention qui va provoquer, avec forte probabilité, la mort du fœtus. Bah, tu as le droit de le faire. Tu n'es pas là pour tuer le fœtus, il se trouve que le fœtus va mourir, mais ce que tu voulais faire, c'était sauver la vie de la mère. Mais la condition n'est pas de tuer le fœtus, hein, entendons-nous. Hein. C'est pas l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, la mort alors c'est pas un avortement parce que tu n'as pas voulu, tu n'as pas cherché l'avortement, c'est interrompre la grossesse volontairement. Lorsque c'est une conséquence, lorsque c'est pas l'objet principal de ton action. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Hein. Des médecins me diront, des chirurgiens me diront que il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes. Et on sortira des cas effectivement où tu sais pas quoi répondre, quoi, parce que c'est. Mais ce sont des cas limites, mais qui ne permettent pas de définir le cas général. Voilà, qui ne permettent pas de sortir du cas général. Ça arrive. C'est tragique. Donc, en dehors de ces cas-là, moi, je ne vois pas. Alors, ça reste. Si, alors il y a une chose qui est très importante, c'est que tu as la conscience. C'est-à-dire que les personnes. Il y a la moralité de il y a la moralité de l'action et la moralité de l'acte. C'est pas la même chose. La moralité de l'acte, c'est lorsqu'il y a une volonté. La moralité de l'action, c'est juste est-ce que c'est bien ou mal. Est-ce que c'est la moralité de l'action, c'est est-ce que c'est un péché. De l'acte, pardon, est-ce que c'est un péché. Enfin, est-ce que tu as commis une faute morale. On peut appeler ça péché, on peut appeler ça faute morale. C'est-à-dire morale, moresse, hein, c'est à partir du moment où il y a une action humaine, où il y a un acte de l'homme qui est impliqué, donc au niveau de la volonté, de la liberté, du discernement. Donc l'avortement, c'est toujours c'est toujours un mal. Est-ce que c'est une faute? Ça dépend.
C'est une autre chose, c'est un autre débat, la faute. Mhm. C'est toujours un mal, oui. Est-ce que c'est une faute? Ça dépend. Là, si tu passes dans ce domaine-là, eh ben, tu rentres dans le jugement de la conscience. Et ça, je m'y interdis. C'est-à-dire que alors, ça c'est du point de vue moral. Ensuite, tu peux avoir du point de vue pénal, bien sûr. Là, tu peux. Là, d'ailleurs, les juges vont voter. Les juges vont se prononcer également. Ils vont également apprécier l'intention d'un criminel, hein, pour juger, pour donner une peine. Euh, une femme qui commet un avortement sans se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire, ou dans des circonstances extrêmement difficiles, le viol par exemple. Ça mérite pas d'être, enfin, à mon sens, ça ne mérite pas la relaxe totale, mais ça mérite une peine moins dure que si une femme avait, ou un médecin, enfin, ou quelqu'un qui commet un avortement. C'est pas toujours une femme qui commet un avortement, hein, c'est parfois quelqu'un qui va tuer un fœtus en donnant des coups et provoquer un Mhm. avortement. Donc c'est aussi grave. Bon, en général, on parle d'un acte médical, lorsqu'on compte les 230 000 avortements par an en France, c'est un acte médical. Et donc dans ce cas-là, il y a des cas où ça peut être fait de façon répétée, systématique. Je crois qu'il y a certaines, je sais pas quel est le nombre, quelles sont les statistiques, mais je crois qu'il y a certaines catégories de femmes qui enchaînent beaucoup, beaucoup d'avortements. Pour qui c'est peut-être pas un acte de contraception, je dirais, mais c'est utilisé régulièrement comme un moyen de contraception. Et ça, on va arriver à la question qui est évidemment surtout dans beaucoup d'esprits, j'imagine. C'est pourquoi est-ce que, alors que la pilule contraceptive, les préservatifs, les stérilets, enfin tous les moyens de contraception sont tellement accessibles, tellement faciles à trouver, faciles à obtenir, remboursés, pourquoi est-ce qu'il y a encore 230 000 avortements en France? En Allemagne, je crois qu'il y a 120 000 avortements par an en Allemagne. C'est-à-dire pour une population de 78 millions d'habitants ou 80 millions d'habitants, disons, hein, c'est-à-dire près de 10 millions de plus que la France. Eh bien, il y a 40% d'avortements au moins. Incroyable. Ouais, Parce que justement, j'allais aussi y venir. Hein. Mais, je crois que c'est autour de ça. En fait, le nombre d'avortements en Allemagne est très faible. Et rapporté au pourcentage de la population française depuis l'autorisation de l'avortement. Ouais, entre 129 et 125. Alors, attends, nombre d'IVG, la France en tête des pays européens. Il y a 2 fois plus d'avortements en France qu'en Allemagne. Ouais, c'est ça. Il y a 234 000 avortements en France en 2022. Qui a augmenté hein, depuis 2001, augmenté de 20 000. La Roumanie, ça s'est effondré depuis le communisme. Qu'est-ce qui s'est effondré? L'avortement. Il y avait 400 IVG pour 1000 naissances en 2014 et aujourd'hui 160 en Roumanie. Et justement, en France... En France, c'est 320. En France, c'est 320. Donc en France, tu vois, on a quasiment les chiffres de la Roumanie il y a communiste. Il y a 10 ans. Oh, ouais, non, c'était pas communiste, c'était après le communisme, hein, mais c'était en 2014. Tu vois. Et la France, ce nombre par 1000... 63 000. En Italie, 63 000. On d'IVG a réduit de moitié en Italie depuis 2000. En Allemagne, 94 000 avortements en Allemagne en 2023 selon Eurostat. Mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi le truc, quoi? Pourquoi? Parce que c'est un drame. Oui, c'est un drame pour les enfants, évidemment, qui sont tués. Enfin, c'est un drame pour les femmes aussi, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui sortent qui ont pas quand même qui apprécient, ouais. Un drôle de truc, qui apprécient, quoi, l'avortement. Les parlementaires qui fanfaronnaient à Versailles la semaine dernière, après avoir voté la révision constitutionnelle, en disant c'est formidable, quelle joie, super, elle s'est traînée, mais enfin, je suis pas une femme, mais de ce que j'ai entendu des avortements, de femmes qui ont commis des avortements, elles sont parfois déglinguées, quoi. Hein. C'est quoi déjà? Tu te souviens de l'histoire du body count?
Oui. Donc c'est c'était quoi? C'était Andrew Tate qui disait que si les femmes devaient marcher dans la rue avec, ou qui disait marcher dans la rue avec le nombre inscrit sur leur front le nombre d'hommes avec qui elles ont couché, elles se tiendraient un peu plus à carreau. Enfin, elles feraient moins les faux folles. Et pour moi, ce serait un peu la même chose en fait. Je pense qu'il y a aucune femme enfin, même dans ce débat, il y a aucune femme qui fièrement vient donner le nombre d'avortements qu'elle a eu en disant qu'elle va être très Ouais, c'est satisfaite. ça. Bah oui, c'est ça. C'est un peu comme la question c'est un peu comme la question de la prostitution. J'ai lu pendant les vacances un livre que notre sœur nous a donné, qui s'appelle Dans le regard, sous le regard des hommes ou quelque chose comme ça, d'une Québécoise qui s'appelle Nancy Houston. Donc je conseille fortement la lecture. Malheureusement, je l'ai oublié. J'avais presque fini et je l'ai oublié à Genève. Euh, et elle avait une approche très intéressante de la prostitution, en disant pourquoi est-ce que la prostitution n'est pas un métier comme un autre. Tu sais, moi, j'ai toujours eu du mal avec l'objection en disant que la prostitution, bah, tu utilises ton corps pour gagner de l'argent comme un ouvrier, comme un travailleur physique manuel utilise son corps pour gagner de l'argent. Et je me suis dit, merde, c'est quoi là? Comment est-ce que Contredit, hein. c'est quoi l'objection à ce raisonnement? Comment est-ce que tu démontres ce raisonnement? Alors, elle le démontre pas directement, elle dit, mais il n'y a aucune prostituée qui souhaite que sa fille fasse ce métier-là. Non, il y a peut-être des travailleurs manuels qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient travailleurs manuels, mais pas pour la même raison, pas parce qu'ils trouvent ça indigne. Ils seraient pas fâchés que leur fils soit également travailleur manuel. Ça les gênerait pas. Disons que ça serait pas forcément. Une honte. Non. Ils pourraient l'envisager sans que ça les bouleverse. Alors qu'une prostituée, elle n'aime pas que sa fille soit prostituée. Oui, c'est ça. Et donc il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose de très différent. Et donc c'est un petit peu la même chose là. C'est un petit détour que je fais. C'est une pensée un peu analogue à ce que tu disais. Bah, si l'avortement était quelque chose de tout à fait normal, bah, les femmes n'auraient aucun problème à afficher. Enfin, ça serait quelque chose qu'on discuterait de façon toute comme on discute de son salaire ou du nombre de sommets qu'on a fait quand on est alpiniste. Voilà, ça serait une statistique dans la vie un chiffre dans la vie qui pourrait faire l'objet de discussions ouvertes, courantes, mais ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas bonjour. Je m'appelle Jean, marié, 3 enfants, 2 avortements, un chien. Mais non, c'est pas la preuve. Ouais, alors certains diront oui, c'est parce qu'il y a des blocages psychologiques. Oui, bon, Oui, non, oui. ça fait 50 ans que ça existe, l'avortement, enfin, que c'est légal, pardon, ou c'est dépénalisé, aujourd'hui c'est même légal. Donc, est-ce que toi, tu as des statistiques sur l'évolution de ce nombre par 1000 naissances Il a augmenté en France. En France? Ah oui, il a augmenté. Et c'est incroyable, hein. Et pour que la comparaison soit juste avec la Roumanie, l'Allemagne, etc., ils ont le même nombre de semaines, etc. Alors, je ne sais pas sur la loi, mais peu importe. Je crois que c'est à peu près la. À peu de choses près. Il y a peu de choses près. Il y a des. Je disais l'autre jour qu'en Espagne, l'avortement n'a pas été retiré du code pénal, mais les peines ne sont plus appliquées, enfin, quelque chose comme ça, tu vois. Mais bon, j'aurais dit qu'il y a l'avortement, et enfin en Espagne, il n'y a pas de femmes qui se battent pour libéraliser l'avortement en Espagne. Enfin, il y en a peut-être qui se battent pour l'augmenter, parce que c'est jamais assez. 12 semaines, 14 en France. 14 en France, ça veut dire que 14 semaines, tu dois écraser le crâne du fœtus pour le faire sortir. C'est un gros changement par rapport à 12. À 12, il peut être expulsé entier. À 14, je crois qu'il faut écraser le crâne du fœtus. Bon, il n'y a pas beaucoup d'avortements à 14 semaines, hein, mais bon, ça existe. Et dans tous ces pays, c'est gratuit? J'ai aucune idée. Je sais pas. Et tu penses que si je n'en jurerais pas, mais faudrait voir. Et tu penses que ça coûte combien Ah ben je sais pas du tout, mais alors ça dépend. Si c'est si c'est une pilule du lendemain, tu sais, si c'est dans les 4 premières semaines, il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Oui. On te donne un abortif, tu as un médicament, et puis ton corps,
enfin ton corps, le corps d'une femme, l'utérus se contracte et expulse l'embryon. Euh, donc ça ne doit pas coûter cher, le prix d'une consultation et puis le prix du médicament. Est-ce que la En- pilule du lendemain est considérée comme une forme alors, d'avortement? techniquement, c'est pas c'est considéré, enfin c'est habituellement considéré Mais comme ça rentre pas un dans les statistiques. contraceptif, mais en réalité, non, ça rentre Hmm. pas dans les statistiques d'avortement. Non, Non, parce que parce c'est que les interventions. oui, c'est l'acte IVG. Et La cette... prescription de la pilule à RU 740, enfin bref, la pilule abortive, enfin la pilule du lendemain, en fait, elle est abortive, hein. Oui, bien Mais sûr. bon, elle est prise dans je sais pas, 15 jours peut-être. Je sais pas, Et la... euh, donc, et de- pour répondre à ta question, lorsqu'il s'agit d'une opération chirurgicale où il faut mettre des pinces dans le ventre et, ouais. arracher, et découper le bébé, en fait, hein, c'est ça, Enfin, pour le retirer. Alors le là retirer c'est une, bout par bout. Ouais. ouais, là, c'est une intervention. Il y a, il y avait là, justement, il y a plein de choses qui sont passées sur l'avortement sur Twitter. Il y avait une infirmière, non, une gynéco, qui était une interne en gynéco, qui racontait comment elle s'était retrouvée sans le vouloir, sans comprendre ce qui arrivait, devant un avortement, et elle tenait la sonde échographique pour repérer le bébé, pour que le chirurgien puisse l'attraper. Et elle décrivait comment le bébé se recroquevillait au fond de l'utérus quand le médecin était en train d'essayer de lui attraper la jambe pour lui arracher la jambe, pour le découper vivant bout par bout. C'était affreux. Affreux. Et donc ça, c'est des interventions, s'il faut parler du coût, qui doit être beaucoup plus importante. Je sais pas, ça doit être, qu'est-ce que ça va coûter, 2000, entre 2000 ou 5000 euros, quoi. Quand tu as une intervention chirurgicale, la moindre intervention chirurgicale, c'est très cher, parce qu'il y a tout un Ouais. environnement médical qui est impliqué, qui est appliqué. Alors ensuite, ça je sais pas exactement, mais ça se Parce compte qu'en en fait, milliers d'euros, oui, je tu pense. vois où je veux en venir, hein, mais Non. c'est c'est qu'à mon avis, au-delà de l'autorisation, enfin de la pénalisation ou dépénalisation de l'avortement, moi je considère que cette question n'a vraiment pas de sens à partir du moment où le problème, la question du prix est sortie de l'équation. Et donc, pour moi, c'est aussi un énorme. Enfin, au-delà de toutes les considérations morales, je, je pense que c'est quand même quelque chose que le nombre d'avortements se réglerait ou ben, même si ça restait autorisé, ce serait un levier énorme en fait de dire aux gens de la même manière qu'on leur dit, bah, écoutez, oui, vous avez le droit de vous faire refaire les seins, mais on va pas payer pour ça en fait. Et donc après, on regarde combien ça coûte, on pèse le pour et le contre, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça, etc. Et moi, j'ai vraiment l'impression que moi, c'est une des choses qui me dérange le plus en fait, que ça soit gratuit. Alors on pourrait dire oui, mais il faudrait rassembler une somme d'argent importante rapidement, il faut faire une intervention très rapide, etc. Mais je sais pas, moi, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais voir changer de ce point de vue-là. Oui, mais oui, c'est la politique des petits pas, quoi, hein. C'est-à-dire durcir les conditions d'avortement. Bah, c'est pas durcir, c'est ramener les gens à la réalité. Ouais, mais dans ce cas-là, oui. Peut-être que c'est possible, mais est-ce que pour vous, euh, ça vaut, euh, ça vaut 3 000 €, disons, pour dire quelque chose? Ouais. Oui, bien sûr. Plutôt que de prendre ces précautions, c'est une sorte d'assurance en fait, hein, qui est une assurance gratuite, hein, plutôt que de prendre une pilule ou un. Parce qu'à l'inverse, je sais pas si, à l'inverse, ou de façon un peu analogue, je sais pas si quand tes enfants sont nés, on t'avait proposé ça, mais il y a des sociétés qui proposent des services de récupérer les cellules souches dans le cordon ombilical, je sais pas, Ouais. pour la Ça, maigre somme de 4 000 €, ils les gardent ouais, mais enfin, pendant 20 ans. Non, médicalement, c'est complètement dépassé ça aujourd'hui. On sait produire des cellules souches à part de ça. oui, mais bon, Ouais. Bon, bah, en tout allez, cas, il y a continue. beaucoup de gens qui se font vendre ce service, et donc qui librement décident donc de mettre 4 000 € dans ça. Et, et c'est pareil, enfin, là, il y a pas de problème moral. Euh, Quoique, on ne sait pas évidemment ce qu'on fait ensuite avec ces cellules,
là, je trouve que c'est une question juste. On met un prix, et donc là, on peut commencer à en discuter, en fait. Et pour l'avortement, c'est ça qui. Et d'ailleurs, en fait, on n'en parle jamais, hein, du fait. Il y a peut-être des gens derrière qui supposent que ça va coûter quelque chose aux gens. Alors peut-être pas en France parce que c'est la culture de la santé gratuite, et il ne faut pas au grand jamais parler d'argent. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aimerais bien pouvoir comparer avec un pays dans lequel c'est autorisé, mais où les gens doivent payer eux-mêmes pour voir un peu à quoi ressemble Ouais, la décision. ouais, ça serait une bonne, quelque chose d'intéressant à voir. Par exemple, tu vois, le taux très, très faible d'avortement en Italie, j'aimerais bien savoir à quoi il est dû. Euh, Mais parce que culturellement, on comprend pas bien pourquoi il y aurait une différence. Conditions de l'avortement en Italie. Euh, Jusqu'à 90 jours de grossesse, l'avortement est autorisé pour les femmes dont la santé physique ou mentale serait en danger. 90 jours de grossesse, c'est 14 semaines, c'est ça? Euh, En 82, il y avait 234 000 avortements en Italie. C'est la même chose qu'en France aujourd'hui. Avec une population qui était beaucoup plus gros, enfin beaucoup plus petite que la France. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'avortements. Et aujourd'hui, il y en a 60 000. C'est Avortements curieux. autorisés en 78 en Italie. Donc il y avait énormément d'avortements, donc enfin, ça devait être remboursé, enfin, etc. Quoi. Enfin, là, comment, Ouais, ouais, c'est marrant qu'on découvre là ce truc tous les deux, ces différences énormes, et que on n'arrive pas comme ça immédiatement à trouver d'explication. c'est fou, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Pourquoi? Puis ce sont pas des choses des baisses graduelles où on pourrait imaginer je sais pas, peut-être une C'est baisse fou, de la fertilité, ou en j'en 40 sais ans, ça a été rien. divisé par 7 dans l'avortement. Oui, et pour moi, ce genre de 6 ou différence-là, 7. c'est clairement dû à un changement de conditions quelque part. C'est pas simplement le comportement des gens enfin, à conditions égales qui a évolué. Ça serait pas de sens, en fait. Ouais, j'étais sur la fiche française, je regarde la fiche américaine. Euh, Wikipédia. Aux États-Unis, c'est remboursé, tu penses? Euh, Attends, je sais pas si sur les fiches Wikipédia ils disent que si c'est remboursé, s'il y a les aspects financiers. Euh, J'en sais rien. Bah, écoute, on va pas commencer à Mhm. faire des recherches sur ce truc-là, hein, mais bon, peu importe. En tout cas, ça Là, m'intrigue. on tient un sujet quand même, enfin, une question de pays qui sont très semblables aux nôtres, qui ont probablement un système de santé très semblable au nôtre. C'est probablement remboursé, j'imagine, hein, parce que c'est des systèmes de santé qui sont comme on il y a pas, je crois qu'en Europe ils sont partout remboursés l'avortement, à part peut-être quelques rares exceptions. Mais en Suisse, c'est comment? Aucune idée. Ouais. Ça dépend Je suppose que ça doit être que c'est dans l'assurance de base qui est obligatoire, enfin que tout le monde paye séparément, individuellement, mais qui couvre la base, notamment la grossesse, enfin la grossesse de base, c'est-à-dire pas dans une chambre individuelle, etc. Bref, Ouais, c'est intriguant. c'est très étonnant, très étonnant. J'en ai pas entendu parler pendant les débats là. Enfin, les débats que je vois sur Twitter, hein, principalement. Je n'écoute pas, je regarde pas ailleurs, mais. Parce qu'en fait, en soi, ce qui intéresse, bon, on part du principe que les gens qui ont fait voter ça ne sont pas des vampires, ou des gens qui souhaitent le chaos sur Terre, etc., et puis la guerre civile. Euh, Eux, ils veulent simplement que les gens aient un maximum de liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Euh, pour eux, ce qui compte, c'est que ça soit possible, mais est-ce qu'ils se réjouissent nécessairement qu'il y ait plus d'avortements?
Le fait que les gens aient la liberté de faire quelque chose, Moi, j'ai entendu mais qu'ils le font pas derrière. j'ai entendu des politiques qui se réjouissaient de la, qui se réjouissaient d'autoriser. Alors, ils se réjouissaient pas du nombre d'avortements, etc. Mais ils se réjouissaient que l'avortement soit gravé dans la Constitution. Oui, mais C'est admettons pas les machins dans les toiles. que demain on autorise l'avortement jusqu'à la naissance. Bah, c'est le cas en avortement, c'est déjà le cas. Pas pour les IVG, mais pour les interruptions thérapeutiques de grossesse. Oui, oui, voilà, mais euh, admettons que ça soit le cas pour tout. Euh, Est-ce que ça ferait nécessairement changer, donc ces gens seraient certainement plus heureux, est-ce que ça ferait changer le nombre euh, et, euh, et en fait, est-ce que finalement, enfin moi je dirais que l'objectif c'est pas non plus de le faire augmenter, donc c'est peut-être un terrain sur lequel il y aurait moyen de trouver de s'entendre avec eux en fait. Et justement au sujet de donc l'avortement thérapeutique, comment est-ce que tu le vois? Donc on a parlé Bah, tout à l'heure de la. ouais, j'ai Oui, tu répondu à t'as la. dit que donc dans les détails, pour toi, ça c'est vraiment quelque chose que tu vois pas, il y a pas de sens, il y a pas de justification possible, et ça c'est quelque chose que tu interdirais. Non, Hmm. tout à fait. Parce que parce qu'un handicapé, alors je suis pas handicapé, j'ai pas d'enfant handicapé, donc c'est très compliqué d'en parler. Mhm. Euh, mais j'ai travaillé avec des handicapés. Euh, j'ai une bonne copine qui a une fille handicapée. Euh, elle est très lourdement handicapée. Et ben, ça quand même, elle l'aime, elle lui procure de la joie, elle en parle avec tendresse. Et donc, les handicapés, ce sont donc qu'on a. Tu sais, 95% des trisomiques aujourd'hui sont avortés. Hein. Mhm. Ils disent pas trisomiques, il y en a quasiment plus. On voit plus que dans, dans les dans les milieux musulmans. T'en vois chez des musulmans et t'en vois dans les églises catholiques. Mhm. Tous les autres sont disparus. Et donc, voilà, il n'y a pas de. Alors, on a une sœur qui a connu une grossesse d'un enfant qui est mort, qui a vécu 24 heures. Donc, elle savait que l'enfant n'était pas viable, mais elle a choisi de le faire naître, malgré, évidemment, elle a pris une dépression considérable dans une partie de son entourage pour, pour faire une interruption thérapeutique de grossesse, donc avant terme. Donc, je sais pas, elle pourrait en parler. Elle, ça serait intéressant qu'elle en parle. Sans doute, tiens, il faudrait lui demander. Mhm. Enfin, si elle veut bien. Sinon, bah, oui, c'est terrible. Euh, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont terribles dans la vie. Et des épreuves comme ça, on peut en sortir grandi. Euh, mais non, c'est pas, c'est compliqué de le dire. Je fais ça, je viens de, je suis mordu la langue en me disant, après la dernière phrase que j'ai prononcée. Enfin, c'est-à-dire on peut en sortir grandi, On peut en sortir grandi. Oui. mais je dirais que C'est pas une garantie. Ouais. le mot important de la phrase, c'est on peut, c'est-à-dire que Ouais. c'est pas Oui, merci. nécessaire. Merci. Il y a aussi des gens qui n'en sortent, enfin, qui en sortent pas indemnes. Ouais. Les couples qui se séparent lorsqu'il y a un enfant handicapé, c'est dingue. En fait, quand il y a la naissance d'un enfant handicapé, c'est quasiment une garantie de divorce de la part des parents. C'est fou, hein. Mhm. Pourquoi? Bah, parce qu'on se reproche des choses aux uns aux autres, l'un à l'autre, je sais pas. Bon, bah, on va pas rentrer là-dedans. Mhm. Mais non, l'avortement thérapeutique, hormis les cas mais qui sont pas techniquement d'avortement pour moi, lorsque l'enfant, suite à une opération chirurgicale, est tué, meurt plutôt, Mhm. ou est tué, pardon, il n'est pas assassiné, il est tué, ben tu je suis pas, je Mhm. considère que je considère que c'est un mal, je considère que c'est un crime. Ouais. Euh,
parce qu'il a rien fait. Moi, l'argument le plus important, c'est pas la question de la dignité du fœtus, etc., etc. C'est la question de sa culpabilité. Pourquoi est-ce qu'il subit ça? Pourquoi est-ce qu'on lui fait volontairement subir ça? Il a rien fait, hein. Il a rien demandé. Bon, nous, on n'a rien demandé. Chaque personne pour nous a demandé à vivre. Lui non plus. Et pourquoi est-ce qu'on lui empêche de vivre? Il vaut mieux. C'est Mais j'ai like to l'impression be. que Enfin, il vaut mieux l'argument, être que ne pas être. j'ai l'impression que l'argument est quand même fortement lié. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que c'est lié quand même à l'euthanasie. C'est-à-dire que, il me semble que l'argument qui est souvent utilisé, c'est de dire si cet enfant pouvait parler et m'exprimer les choses, il me dirait si c'est pour vivre cette vie-là, en fait, je préfère que vous la terminiez pour moi, en fait, directement. Tu vois, dans le sens où enfin, s'il doit vivre avec un handicap tellement fort, qui souffre tous les jours, etc. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est un peu lié dans ce sens-là. Alors, certes, l'enfant n'est pas en mesure d'exprimer pourquoi est-ce qu'il est, enfin, ce qu'il voudrait, mais j'ai l'impression que les parents, ils voient les choses comme ça. Je trouve évidemment, il y a un autre sujet qui est connexe et qui, à mon avis, influence beaucoup le raisonnement des gens qui se décident à faire ça, c'est le phénomène d'amélioration de l'espèce, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui essayent par tous les moyens de s'embellir, mais aussi je sais pas, de changer la couleur des cheveux, de se réimplanter des cheveux, de changer, je sais pas, enfin, faire tout un tas de chirurgies qui sont pas indispensables, mais qui permettent d'améliorer l'apparence et tout ce genre de choses. Et donc, qui évidemment nous amène tout de suite à l'eugénisme, aux questions de savoir si on a vraiment envie d'avoir un enfant qui répond pas à certains critères, ou s'il y aurait moyen d'améliorer l'espèce, sachant qu'il y a il y a des canons qui ont l'air d'être, enfin, on le voit maintenant avec les filles à partir de 20 ans qui se font gonfler les lèvres, etc. Enfin, toutes les procédures, le botox très jeune, qui ont l'air d'être assez d'accord sur ce à quoi elles veulent ressembler et qui effectivement commencent à toutes devenir identiques. Et je dirais qu'évidemment, il y a des travers dans tout ça, mais malgré tout, il y a aussi ça part vraiment, enfin, j'ai l'impression d'une volonté de se soigner, en fait, enfin, de prendre soin de soi au sens de son apparence, d'être plus présentable. Et il y a un moment où bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais il y a un moment où cette intention assez simple se transforme tout à coup en mais si mon enfant n'est pas parfait, autant qu'il ne vive pas, en fait. C'est là où, enfin, je sais pas si on a l'habitude de connecter les deux, mais moi, dans ma tête, je connecte vraiment les deux. Ah oui, moi, j'y avais pas pensé. C'est une forme d'eugénisme. Et je sais pas dans quelle direction ça va aller, en fait, hein, parce que on se moquait beaucoup de la chirurgie il y a quelques années, quand on voyait les premières expérimentations, les premiers dégâts sur des célébrités, tout le monde se moquait d'elles, etc. Mais en attendant, ça s'est pas arrêté, en fait, et au contraire, c'est devenu le truc absolument classique. Celui-ci part en Turquie pour se faire implanter des cheveux. Toi qui connais bien l'Iran, tu sais que, je sais pas, c'est quoi, la moitié des femmes qui ont Qui ont le nez refait, ouais. eu le nez refait. Enfin, et puis, enfin, ces dernières années, moi, je suis vraiment affolé par le phénomène des lèvres gonflées, en fait. Et je vois, enfin, et je dirais, ce qui m'étonne le plus, c'est
bon, il y a les cas qui sont caricaturaux où là on en rigole, mais c'est absolument hallucinant de tout à coup se rendre compte du nombre de femmes autour de nous qu'on soupçonnait pas du tout et qui en fait ont recours à ça. Et, euh, et donc il y a vraiment une généralisation. Et quand je disais à partir de 20 ans, c'est pas une exagération, hein. Que c'est vraiment que maintenant c'est à cette époque-là, enfin à cet âge-là que ça commence. Et je pense que ces gens qui sont dans cet état d'esprit-là, ça va, oui, enfin, je sais pas exactement si on peut dire qu'ils sont dans l'erreur hein, Je crois que de bout c'est en bout. Peterson qui lit ça. Enfin, pardon. Il dit une chose, je sais plus où. Il dit en fait la différence. Non, c'est pas Peter. Je crois que c'est Chris Williamson, ce podcasteur. Je Oui, sais pas qui c'est. anglais, Oui. oui, avec de la Ouais. Je télé-réalité. crois Oui. qu'il dit, oui, autrefois, quand on se mariait, on choisissait, on avait peut-être une vingtaine de femmes autour de soi, dans une petite ville ou dans un milieu. Et donc, les femmes se comparaient avec une vingtaine de femmes. Alors, peut-être que parmi elles, il y en avait une qui était exceptionnellement belle, mais statistiquement peu vraisemblable. Et donc, elles se comparaient pas, elles se comparaient à des femmes moyennes par définition. Et aujourd'hui, les femmes se comparent aux célébrités, enfin aux femmes les femmes les plus belles du monde. Mais bon, il y en a des milliers des femmes les plus belles du monde, enfin des millions qui se dandinent sur Instagram ou sur TikTok et qui sont effectivement physiquement magnifiques, très très belles, sans doute un peu arrangées parfois, mais qui ont l'air assez naturelles et qui sont vraiment superbes. Et donc des femmes qui sont d'une beauté moins frappante se comparent sur le marché de la séduction à ces femmes-là. Ce qui est un phénomène nouveau. Avant, on pouvait peut-être avoir des photographies de très belles femmes, mais bon, c'est pas la même chose que les catalogues de milliers de jeunes femmes très jolies que tu peux voir sur Instagram. Euh, et c'était pas la Vénus de Milo ou la Vénus la Vénus de Titien qui, bon, des très belles femmes, mais bon, c'était pas ça, c'était pas une concurrence aussi, c'était pas des vraies femmes déjà, c'était juste des représentations. Alors que lorsque tu vois quelqu'un, pas en chair en os, mais enfin derrière un écran, mais qui est une vraie personne, tu te dis, ouh là là, attends, j'aimerais bien avoir ses hanches, sa poitrine, ses cheveux, ses lèvres, son teint. Euh, Ouais, c'est vrai, mais bon, donc si tu regardes les il y a statues une grecques, sollicitation. elles sont pas particulièrement réalistes en fait par rapport à ce à quoi ressemblent la plupart des hommes torse nu. Ouais, mais les hommes, c'est très différent. Euh, les Ouais. hommes comme dit l'autre, on peut pas tous miser sur le physique. Non, en gros, on n'a pas besoin de tout miser sur le physique, les hommes. C'est très différent. Pourquoi? Parce que ces signes de beauté féminine, ce sont des signes De fertilité. de fécondité. Mm. La grosse poitrine, les hanches larges, donc grosse paire de fesses, euh, fines parce qu'elles sont en bonne santé quand même, minces parce que c'est un signe de bonne santé et donc elles pourront porter un enfant sans être malades. Mhm. Les lèvres rouges, les pommettes roses et les yeux agrandis par le maquillage, bah, ce sont des signes d'excitation sexuelle. Mhm. Et donc, alors quand tu parles de ça à des femmes, hein, je me suis amusé à ça récemment, je dis, mais pourquoi est-ce que tu te maquilles? Pourquoi tu te maquilles au travail? On en avait Déjà, parlé, oui. on a déjà parlé. Pourquoi tu te maquilles? Ah, bah parce que je veux être belle. Mais attends, mais tu sais que en fait, tu es simplement en train de montrer que tu es excité sexuellement ou que tu es fertile. Ah oui, mais je fais ça pour être belle. Oui, mais c'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté? La beauté, il se trouve que la beauté chez les femmes, chez les humains, en tout cas chez les humains femelles, ce sont des preuves de fertilité. Et alors que chez les hommes, bah, la fertilité, la grande différence, c'est la fameuse blague de Coluche. Hein. Dialogue dans un camp de nudistes. Mademoiselle, je vous aime. Bah oui, je vois bien. Genre, chez les hommes, on voit très bien s'ils sont fertiles ou pas.
Alors que le problème des femmes, c'est que, alors, les femelles, parce qu'en plus elles marchent droit, donc elles montrent pas leurs organes sexuels, à la différence de certaines, certaines guenons, dont dont les organes sexuels, lorsqu'elles sont fécondes, changent de forme, et donc c'est visible pour les mâles. Chez les femelles, les femmes, c'est pas visible là, lorsqu'elles sont fécondes et fertiles. Donc, pour montrer qu'elles sont fécondes, elles sont obligées d'utiliser. Et donc, que le corps féminin, le corps masculin dans la statuaire grecque soit irréaliste, bon, enfin, pour les hommes, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la dureté, c'est la longueur de l'érection. Donc, c'est ça la différence, je pense. Non? On pourrait aussi, je sais pas à quel point la statuaire et puis les portraits de femmes sont vraiment réalistes dans l'Antiquité, ou même au Moyen-Âge et à la Renaissance. Mais je vois ce que tu veux dire. En revanche, j'essaie de réfléchir, parce que quand même, il faut pas négliger le fait que les phénomènes de bêtes de foire sur Instagram, que ce soit les femmes magnifiques ou les hommes qui prennent des hormones, est quand même ultra généralisé, et le nombre d'hommes qui veulent pas réaliser qu'en fait ce qu'ils voient n'est pas naturel, est quand même incroyable en fait, et donc ça, évidemment, ça crée des complexes. Enfin, Mais c'est que leur ce problème. soit, mais que les femmes, que ça soit pas naturel, je pense que les hommes enfin, s'en fichent un peu, quoi, du moment que ça soit beau, quoi. Non, mais là je parlais des hommes qui regardent des hommes, Ah, pas des homosexuels, mais des hommes qui des regardent, hommes qui regardent, des hommes qui affichent qui leurs muscles et tout. qui se comparent à eux, et qui enfin voilà, qui sont Bah écoute, encouragés à prendre des stéroïdes parce qu'ils se disent que c'est ouais, impossible d'y mais arriver autrement. regarde les phénomènes de foire, enfin, je sais pas, les plus notables, ce sont pas les bodybuilders, c'est, prenons Andrew Tate. Bon, ça, il est peut-être un peu passé de mode, hein, chez les jeunes. Mais pourquoi c'était une bête de foire? C'était pas parce qu'il avait des pectoraux et que c'était un ancien boxeur, etc. Alors oui, certes, il en impose certainement physiquement, il est costaud, etc., mais c'est sa gouaille, hein, c'est-à-dire, et puis la réussite, hein, qu'il affichait, qui attirait les hommes, qui attirait les jeunes hommes et qui le faisait, qui le plaçait comme un exemple. C'était pas Oui. ses pectoraux. Alors t'en as certains, je pense que t'as un petit milieu qui est fasciné par la musculation et qui veulent, mais je crois qu'au fond, c'est pas c'est la réussite, socio-économique qui donne aux hommes les. T'as vu la statistique que que je t'ai envoyée ce matin? Ouais, Les je hommes, pensais. les différences salariales entre hommes et femmes sont dues, enfin, les différences salariales tout court sont dues entièrement aux hommes mariés, au salaire et donc à la productivité des hommes mariés. Les hommes mariés sont ceux qui gagnent le plus d'argent, en moyenne, hein. Bien plus que les. Alors ça, la statistique est américaine, hein, donc les hommes blancs sont ceux qui gagnent bien plus que tout le monde. Euh, les mariés. Et ils gagnent beaucoup plus que les hommes blancs célibataires. Les hommes blancs célibataires gagnent moins que les femmes noires mariées ou femmes noires célibataires. C'est-à-dire que c'est pas une question de race, c'est une question de statut marital, matrimonial. Et donc les Enfin, hommes. on sait pas qui vient avant en fait, si c'est la poule ou l'œuf, hein. Bah alors non, parce que très C'est pas tôt, parce en qu'on se fait, marie que. non, mais quand ils sont très jeunes, dès qu'ils sont très jeunes, les hommes mariés, au début de leur carrière, les hommes mariés eux-mêmes sont déjà beaucoup plus, gagnent plus que tout le monde. Dès qu'ils sont mariés, ils gagnent plus, à 25 ans, ils gagnent déjà plus que tout le monde. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Oui, t'as raison, hein, la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est parce que, en fait, ils sont. Alors, c'est parce qu'ils sont très. Je pense que ça va dans les deux sens. Ils sont très doués, très productifs, et donc on les paye bien, et donc ils trouvent des femmes. Et à la fois, euh, comme ils ont des femmes, ils doivent gagner de l'argent pour garder la femme.
pour maintenir leur statut, leur attirance sexuelle, leur statut sexuel et reproductif. Et donc, ils doivent bosser, et puis on le sait très bien, nous on bosse beaucoup, parce que on cherche à gagner le mieux de notre vie possible, parce qu'on a des enfants, on a une famille. Surtout pour les enfants. Là, nos femmes travaillent, donc les femmes travaillent, donc c'est pas exactement, pas très important, mais on se démène, et les hommes mariés sont plus consciencieux. Alors peut-être qu'ils sont plus consciencieux et c'est pour ça qu'ils se marient. Non, mais c'est même clair chez que c'est un les. peu des deux, mais oui. Mais ça, c'est un phénomène incroyable. Enfin, c'est vraiment une statistique extraordinaire, hein, ces courbes-là. Mhm. Je sais pas si tu peux peut-être les poster. Ouais, je vais essayer de les retrouver et de les mettre en Les description. poster en arrière-plan de notre conversation. Et oui, donc c'est le statut chez les hommes, c'est pas le physique, c'est le statut socio-économique, hein, qui est déterminant, hein. Un homme, quand il se marie, il regarde pas il peut regarder le milieu social de la femme pour s'assurer que ses enfants vont être éduqués de la même manière que lui ou comme il le souhaite, ou peut-être aussi par vanité. Ça peut être par vanité aussi, hein, quand on choisit une femme fortunée. Mais statistiquement, ça n'a rien à voir, quoi. Les hommes se marient, se fichent à peu près, en général, du statut socio-économique d'une femme. En revanche, tout le reste, très important. Très bien. Bah, écoute, ça me paraît être un bon moment pour s'arrêter. Je te remercie de cette Je t'en prie, conversation c'était très sympa, variée. c'était bien. Salut. Allez, bonne soirée.